Quand je suis arrivé dans les fines herbes, j'ai voulu me donner, comment dire, une vraie culture d'entreprise. C'est-à-dire, moi, l'environnement, c'est important pour moi. Il y a des mesures environnementales que ma ferme doit avoir, que l'attitude des gens, des travailleurs chez nous doivent avoir. À partir de là, on a mis des outils comme des bandes riveraines, des haies brise-vent, des avaloirs. On a nivelé ça, là, on a fait de la cartographie géoréférencée. On a utilisé des semences qui venaient de l'Ontario, des semences qui venaient de la Californie, des semences qui venaient de l'Europe pour faire des tests. Puis dans 2-3 ans, on s'est donné l'expertise. C'était pas gagné après 2-3 ans. On produisait beaucoup, on avait beaucoup de fines herbes, sauf que la problématique, c'est que ma mise en marché était déficiente. Puis c'est là que j'ai compris que quand on est en agriculture, peu importe la branche, peu importe le secteur d'activité qu'on a, c'est la mise en marché qui est le plus important. Si tu as un marché, ben un marché, c'est ça qui va te permettre de produire, mais produire un produit adapté au consommateur. Puis ça, c'était pas dans la culture du Québec, puis ça ne l'est toujours pas encore, parce que les gens pensent que le consommateur va nécessairement vouloir une patate comme ça ou une fine herbe comme ça. Le consommateur, il faut que tu le rencontrer, il faut que tu lui poses les bonnes questions, puis tu lui demandes ce qu'il a besoin. Puis à partir de là, tu retournes chez vous, tu vas faire ta job. C'est-à-dire, ta job, c'est de livrer le bon produit à la bonne température, avec la bonne apparence puis la bonne couleur. Puis c'est de même qu'on réussit à développer des marchés. Puis la fine herbe au Québec, là, il y a 60% du marché présentement qui est utilisé au Québec, qu'on fournit, le reste c'est toute l'importation. Il y a de la place encore pour beaucoup de places de jeunes agriculteurs. Puis aujourd'hui, une ferme de 300 hectares de maïs-grain ne fait pas l'argent qu'un gars comme moi fait avec 8 acres. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que ma force, c'est la mise en marché. Je ne passe pas par des créneaux, je ne passe pas par des filières de mise en marché de façon, conventionnelle. Moi, je n'appelle pas pour vendre 200 tonnes de maïs. Puis je prends le prix que le monsieur me donne au bout de la ligne. Moi, je mets ça avec, puis il me dit, ben moi, mes 3 caractéristiques les plus importantes pour mon produit, c'est la fraîcheur, la régularité, puis la qualité. Puis c'est assez drôle parce que le consommateur ou le client qui te demande un produit te dit tout le temps ces trois balises-là, puis il ne te parle jamais du prix. Puis là, ben, avant de partir, il faut que tu saches si le prix est important pour lui. Que là, tu dis, c'est drôle, le prix n'est pas là-dedans, ça veut dire que je pourrais te vendre ça n'importe quel prix, puis tu dirais oui. Puis là, il dit, ah non, moi, c'est pas une question de prix, c'est vraiment ces 3 balises-là, puis si j'ai ça, moi, je suis prêt à payer le prix que ça vaut. Que là, ben, tu dis, il n'y a pas de problème, moi, je peux te garantir dans un contrat que ces 3 balises-là vont tout le temps être respectées. Puis le prix, ben, j'ai dit, moi, l'établir selon le coût des denrées, le coût des intrants, puis je vais te facturer. C'est drôle, il ne veut jamais signer ce contrat-là, par exemple. Parce que là, il dit, ouais, mais là, attends une minute, là, il y a le prix du marché. Ah, je dis, attention, ça, c'est le prix du marché. L'important, c'est de s'entendre avec le client. C'est quoi vraiment que tu veux? Puis moi, là, si je te fais confiance, je veux que toi, tu me fasses confiance. Puis pas parce que je fais affaire avec un client, puis que je le livre depuis 1 mois ou 2, qu'il faut que je considère que ce client-là est heureux. Il faut aller de l'avant, le questionner, savoir, y a-t-il des choses que je pourrais améliorer? Y a-t-il des choses que je pourrais faire? Y a-t-il des balises que je devrais changer dans ma présentation de produit? Le produit te satisfait-tu? Y a-t-il des clients qui ont été inconfortables? Y a-t-il des clients qui n'ont pas aimé le produit? Puis, s'il te répond oui, c'est beau oui, mais il faut que tu y ailles plus loin. Surtout qu'il répond oui, il vient de t'ouvrir la porte et dire oui, bien pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas aimé? Puis ça arrive des fois souvent que le client qui t'arrête des produits, il ne questionne même pas son consommateur. Parce que lui, il le revend à quelqu'un d'autre. Que souvent, ce que tu vas faire, tu vas devoir te faire un canevas de travail avec une série de questions, puis tu vas aller le rencontrer, puis tu vas dire, écoute, moi là, j'aimerais ça que prendre 5 minutes de votre temps, puis vous poser 4 ou 5 questions, pas plus, puis après ça, je vous laisse filer. Là. Puis des fois, ben, il faut que tu lui donnes une promotion, parce que tu dis, ben, regarde, moi, vous donner 2 bunches de fines herbes pour l'entrevue de 5 questions. Mais c'est toute l'information qui doit être importante. Puis c'est toute l'information aussi qu'on doit apprendre à utiliser. Tu sais, moi, les premiers temps que des clients m'abandonnaient parce qu'ils allaient chercher un produit qui était de moins bonne qualité ailleurs, mais que le prix était plus bas, ben, je viens de perdre un client. Mais de perdre un client, ce qui est plus grave que perdre un client, c'est d'en perdre un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième pour la même raison. Que souvent, le client qui t'abandonne, tu dois le questionner. C'est une source d'information. Tu dois le questionner et dire, OK, tu me quittes, c'est correct, je peux comprendre ça. Mais dis-moi pourquoi. Avant de partir, je pense que depuis le temps que je te desserre, depuis le temps que je te donne du service, je pense que je mérite au moins l'explication. Puis souvent, un client, il est bien moins gêné parce qu'il sait qu'il va là pour un prix. Qu'il dit, ben regarde, je vais là pour le prix parce que je peux avoir un meilleur prix. C'est pas la qualité de tes produits qui font défaut. Mais là, déjà là, il t'oriente à dire, ben ça, ce que tu fais, c'est parfait. Sauf que le prix est trop élevé.
Puis peut-être que tu peux travailler et dire, ben, OK, je vais aimer. Aujourd'hui, je travaille d'autres choses qui ne sont pas des fines herbes, mais qui vont, m'amener plus loin. Tu sais, au début, c'était aller marcher grossiste, exportation. Ben, aujourd'hui, je suis rendu sur les marchés de détail, marché d'exportation. Je travaille avec un importateur-exportateur qui fournit toutes les sow-base dans les maritimes, mais pour un produit bien précis. J'ai commencé à vendre des produits de fines herbes pour la transformation alimentaire, faire des pestos, faire des sauces, faire des choses comme ça. Puis là, ben, bientôt, là, d'ici 2 ans, là, on a commencé les tests, là, qu'on a un produit de développé. Là. Bien, d'ici 2 ans, on va faire des enzymes. On va extraire des enzymes des fines herbes pour le côté pharmacologique. Okay. Que, tu sais, la ferme en 15 ans avec ma femme a évolué, c'est-à-dire du marché commun d'exportation à vendre en vrac au marché de fine pointe. Puis tantôt, ben, on va probablement développer des fines herbes qui vont devenir, ce qui est bien populaire en Europe, des alicaments. C'est une fine herbe que tu vas manger dans ton alimentation régulièrement. Puis elle va exempter le cancer, elle va empêcher, elle va faciliter ta digestion, des choses comme ça. Que, on s'en va vers ça parce que le client commence à demander ça. Puis on dirait que c'est drôle parce que moi je ris parce que je dis souvent, le consommateur, il n'y a personne qui veut mourir, tout le monde va aller au ciel, mais il faut que tu meurs pour aller au ciel. Puis les gens, des fines herbes, ils veulent en manger, mais là c'est rendu qu'ils veulent plus que des fines herbes, ils veulent de quoi qui va les sauver, qui va les guérir. Mais ils vont continuer à manger de la balbouffe, ils vont encore continuer à manger, à boire du coke, puis à prendre des Red Bull, puis des affaires de même. Puis pourtant, c'est la pire cochonnerie qu'il n'y a pas. Mais par exemple, quand ils vont manger dans un grand restaurant, ben ils veulent avoir ce qui est classe, puis ce qui est qualité. C'est un peu dysfonctionnel, un peu sa réaction des gens, mais on accepte ça en tant que producteur. On vit avec, là. Ouais. Sinon, vous, quand vous faites vos fines herbes, est-ce que vous partez, disons, vous semez la graine, puis après vous partez de la graine au plant à la fin, ou c'est le plant que vous transplantez que... Ben, ça va dépendre de la fine herbe. Il y a des fines herbes qui sont plus difficiles à semer. Si on prend coriandre, thym, basilic, persil, ça c'est de quoi qui se plante et qui se sème. On ne peut pas dire planter. C'est du semi-direct, on plante direct au champ. Mais quand on tombe dans de la marjolaine, quand on tombe dans de la mélisse, dans du carvi, dans de l'hysope, c'est des fines herbes un peu spéciales. Si tu fais ça avec de la semence direct au champ, là, tu vas utiliser 20 fois la semence que ça prend. L'idéal, ça, c'est de partir ça en serre ou en... Okay. Puis moi, ben, je suis pas le style à vouloir une serre, à vouloir un troc pour le transport, à vouloir une planteuse. Ce que je fais le fais faire par des producteurs qui sont spécialisés là-dedans. Ils me font mes plants, puis je plante, ben, c'est des petites quantités, tu sais, je sème 8 algues par année, là, que ça prend pas, c'est une demi-algue de ça, un algue de ça, 2 algues de ça, puis ensuite c'est un quart, un dixième, un sixième d'algue, là, tu sais. Okay. Puis là, ben, ça s'arrête là parce que moi, je fais de la production à partir de mi-mai, du 15 mai, on commence à récolter, puis on finit en fin octobre. Que, tu sais, on sème 8 algues, mais je veux dire, il y a... c'est vraiment peut-être 3 arbres qui est semé, puis après ça, c'est périodique. Là. Mais on sème les mêmes fines herbes qu'on a semées au début, au milieu de l'été. Puis à la fin du mois d'août, on sème encore la même chose qu'on a semé au printemps. Puis là, mais ça dépend aussi de la période de saison. Il y a des fines herbes au printemps, là, tu vas mettre de la semence direct au sol, puis ça ne pousse pas bien. Parce qu'il y a trop d'humidité, il y a trop de pluie, il y a trop de froid. Que ceux-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va les mettre en plein, puis on va les transplanter plus tard dans la saison. Puis ils vont être aussi performantes, ils vont donner des bons rendements. Puis il y en a des vivaces aussi. Il y en a qui vont perdurer 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais après 2-3 ans, le rendement est moins bon, puis ça diminue. Mais là, tu as le temps d'en transplanter d'autres, puis de te préparer des champs. C'est pas problématique. Mais de dire que ça doit être absolument transplanté, non. Tu peux faire du semi-direct, mais ça dépend toujours de la plante. Okay. Il y a des plantes qui acceptent bien le semi-direct, il y en a d'autres qui l'acceptent moins bien. Puis, oui, les variétés que vous faites en spécialisé maintenant aujourd'hui, c'est quoi? Moi, mes vraies spécialités, là, je fais de la coriandre, je fais de la nette, je fais de la basilic. Ça, on peut dire que c'est les 3 grandes. Puis ensuite, je me spécialise dans ce qu'on appelle les petits volumes de fines herbes. Là. Puis ça, ben, on parle de mélisse, carvi, hysope, livèche, thym, romarin, marjolaine, estragon, orégano. Mais ça, c'est vraiment des petites quantités. Écoute, ça dépasse pas, moi je dirais, un 15e, un 10e d'algue, pas plus que ça. Que c'est pas grand, mais ça produit beaucoup, là, ça donne du volume, mais je veux dire, un 10e d'algue d'orégano, ça prend à peu près la moitié du Québec pour manger ça. Okay. Parce que ça, c'est une branche que tu mets dans la soupe, t'en as pas plus que ça.
Tandis que de la basilic, ben, c'est une autre chose. On en met dans toutes les soupes, dans tous les pestos, on en met dans la viande, on en met dans bien des choses. Que ça dépend toujours de la fine herbe. Mais normalement, moi, les 3 fines herbes, les 4 fines herbes que je fais, c'est ceux-là. OK. Puis j'en expérimente d'autres que je te nommerai le nom, là, puis ça ne me dira rien, là, que je me dis, bon, regarde, on les essaie, mais souvent, c'est qu'on est en développement avec certains gens, certains restaurants. Puis ils nous disent, ben moi, j'aimerais peut-être essayer ça, quel goût ça a. Tu sais, c'est comme de la mélisse, je sais pas si ça te dit c'est quoi. Ça ressemble un peu à une feuille de basilic, beaucoup plus rugueuse, mais ça goûte le citron. OK. Ça a une odeur de citron très prononcée. Mais tu sais, j'ai découvert au courant des 6 dernières années, depuis que j'enseigne, que c'est aussi un très bon répulsif pour les insectes. OK. Que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du compagnonnage. Je vais mêler un peu de semence de mélisse avec de la semence de coriandre ou de la semence de basilic. Puis là, je n'aurai jamais de bébé dans le champ. Les pucerons ne viendront pas s'attaquer à ça. On développe un peu une expertise face à ça. C'est assez spécial là-dessus. Ouais. Ça veut dire que ceux que vous faites en spécialisation, ça veut dire que c'est ceux que vous semez direct au champ ou ça? Il y en a que c'est semé, c'est transplanté, puis il y en a aussi que c'est semé en champ. OK, mais ceux que vous semez, disons, comme vous dites, en semi-direct, c'est lesquels? C'est les... Mais on fait surtout de la coriandre, ça c'est en semi-direct. Okay. Puis on fait de la nette en semi-direct. Okay. Le reste, c'est tout du plein. Puis là, ben, le plan, c'est comme le reste. Il y a bien des gens qui se disent, ben, si tu ne veux pas cercler de l'herbe, ben, tu es aussi bien de mettre des plastiques. Moi, je vais te dire avec toi, je suis contre ce principe-là de l'agriculture. Moi, je pense qu'on s'en va dans un cul-de-sac avec ça. Tu sais, on dit qu'il faut protéger la planète, on dit qu'il faut avoir, une empreinte environnementale le plus faible possible. Ben, j'ai étudié là-dedans le pétrole, là, puis tout est fait à base de pétrole. Les plastiques, c'est fait à base de pétrole. Le textile est fait à base de pétrole. Il y a des écrans d'ordinateur qui sont faits à base de pétrole. Moi, je pense qu'on l'utilise en masse, cette ressource-là, puis on pollue en masse la planète avec ça. Puis déjà là, quand on embarqué dans nos champs avec nos tracteurs, on utilise beaucoup de pétrole. Que moi, je me dis, il y a peut-être des façons d'être plus intelligent que ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise des nouvelles méthodes. C'est des méthodes que bien les agriculteurs ne voient pas aujourd'hui, mais que des Européens utilisent, que le Brésil utilise. Puis c'est des couvertures de sol végétal permanentes. Dans le fond, c'est qu'on implante un couvert végétal en permanence, puis on va semer en semi-direct. Okay. Mais tu sais, encore là, si tu t'en vas dans le domaine des maraîchers, il n'y a aucun semoir semi-direct dans le domaine maraîcher. C'est tout du semoir où tu dois mettre la terre à nu, puis tu dois la mettre bien plane, puis l'hercer. Mais sauf qu'on a commencé à modifier des semoirs à l'air pour être capable de faire des semis de semi-direct dans des couverts végétales. Okay. Puis moi, au-dessus, ça fait 15 ans, ça fait 14 ans que j'utilise plus de pesticides chez nous et d'insecticides. Okay. Que tu sais, il y a moyen de faire autrement puis de façon plus intelligente aussi.